Salam alaikum. Donc, bonjour dans cette vidéo dans laquelle on va essayer de corriger l'épreuve d'informatique du CNC de la session 2022, filière PSI. On va commencer par l'exercice préliminaire qui porte sur l'approximation du nombre pi. La constante pi est l'un des nombres les plus importants et les plus fascinants dans le monde des mathématiques. C'est un nombre irrationnel, son écriture est faite d'une infinité de décimales, sans aucune périodicité. On n'arrive qu'à déterminer une écriture décimale approchée de sa valeur réelle. Pour cela, plusieurs méthodes pratiques et efficaces ont été employées. La formule suivante a été publiée par le mathématicien indien Nilakanta Somayaji au XVe siècle. Elle donne 11 décimales correctes de pi. Donc pi est égal à 3 plus sigma de k égale à 1 jusqu'à n de 4 fois moins 1 à la puissance 4 plus 1, etc. Question 1. Écrire la fonction puissance de k qui reçoit en paramètre un entier strictement positif k et qui retourne la valeur de moins 1 à la puissance k en utilisant la parité de k. Si k est pair, alors la fonction retourne 1. Et si k est impair, alors la fonction retourne moins 1. Donc, question 1. Fonction puce de k. Donc, si k est pair, donc si k modulo 2 égale à 0, on va envoyer 1. Sinon, on renvoie moins 1. C'est la question de la fonction de la question 1. Question 2, on demande de déterminer la complexité de la fonction puce de k avec justification. Donc, question 2. On va écrire dans la fonction puce de k, on effectue un test conditionnel. Et un test conditionnel, c'est généralement c'est une opération élémentaire. Donc, c'est une fonction de complexité constante. Quelle que soit la valeur de k, le nombre d'instructions élémentaires qui seront exécutées sera exactement égal à une valeur constante. C'est-à-dire qu'on va effectuer un test conditionnel. Soit on va renvoyer 1, soit on renvoie moins 1. Voilà, donc c'est grand taux de 1. Voilà pour cette question. Question 3. On demande d'écrire la fonction terme de k qui reçoit en paramètre un entier strictement positif k et qui retourne la valeur du terme suivant. 4 fois moins 1 à la puissance k plus 1 sur 2 fois k fois 2 fois k plus 1 fois 2 fois k plus 2. C'est un calcul élémentaire. Donc, question 3. La fonction terme de k, on peut écrire directement en habituel 4 fois puce de k plus 1. Pour l'instant, on va utiliser la fonction de la partie précédente, divisé par 2 fois k fois 2 fois k plus 1 fois 2 fois k plus 2.
tout le travail de cette fonction. Voilà. Question suivante. Question 4. On demande d'écrire la fonction liste terme de n qui reçoit en paramètre un entier strictement positif n. La fonction retourne une nouvelle liste L qui contient les valeurs de termes de k au k allant de 1 jusqu'à n. Donc la fonction s'appelle liste terme de n. Question 4. Question 4. Liste terme de n. Qui renvoie une liste, donc on va créer une liste 8, c'est classique. Ensuite, pour i in range de 1 jusqu'à n inclus, donc on va aller de 1 jusqu'à n plus 1. On va remplir la liste n de L par la valeur de terme de i. Donc on vérifie les entrées. Voilà, on va de 1 jusqu'à n. Liste terme avec s, c'est ça. Donc on sort de la boucle et on renvoie la liste L. Question suivante. Question 5. On demande d'écrire la fonction somme de L qui reçoit en paramètre une liste L de nombres réels et qui retourne la valeur de la somme des éléments de L sans utiliser la fonction prédéfinie somme. La somme de L, c'est une fonction classique, très classique, vu qu'elle a été posée, il est posé presque chaque année dans les concours. Donc, somme de L, une somme nécessite la création d'une variable qui sera initialisée à 0. Vous pouvez faire un parcours par indice ou bien un parcours par valeur. On va rester simple, on va faire un parcours par valeur pour x in L, s plus égale x. On sort de la boucle et on renvoie cette somme. Question 6, dernière question de cet exercice. On demande d'écrire la fonction pi nilakanta de n qui reçoit en paramètre un entier strictement positif n et qui retourne la valeur approchée de pi en utilisant la formule de Nilakanta, c'est-à-dire cette formule. Dans cette formule, on fait une somme de k égale à 1 jusqu'à n des termes qu'on a appelés ici dans la question 3 termes de k. En d'autres termes, il faut faire appel à la fonction liste terme de n pour former tous les termes de k égale à 1 jusqu'à n. Ensuite, il faut les sommer grâce à la fonction somme et ajouter la valeur 3. En d'autres termes, c'est la synthèse de ce qu'on a fait jusqu'à l'instant. Donc on va renvoyer directement 3 plus la fonction somme de la fonction liste terme de n. Alors on peut tester cette fonction pour différentes valeurs de n. Ni la quanta, par exemple, de 10. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'on a oublié, il faut exécuter toutes les fonctions qu'on a fait pour que le programme puisse, pour l'interprète puisse les reconnaître. Par la suite, puisse, la fonction puisse, on l'a oublié. Là, on va exécuter tout. Avant d'arriver, voilà. Remarquez qu'il est très proche de, plus qu'on augmente n, plus on aura des exactitudes dans la partie fractionnelle. Voilà pour cet exercice. Partie 1. Base de données et langage SQL. Les internationaux de tennis. On considère une base de données qui permet la gestion des joueurs de tennis ayant gagné au moins un tournoi international de tennis simple. Cette base de données est composée de 3 tables. Joueurs, gagne et tournoi.
Structure de la table joueur. La table joueur contient des informations sur les joueurs ayant gagné au moins un tournoi international de tennis simple. Le champ ID est la clé primaire. Ce champ contient un entier unique pour identifier chaque joueur. Le champ nom JR est le nom complet de chaque joueur. Le champ genre contient F pour féminin et M pour masculin. Le champ nationalité contient le pays d'origine de chaque joueur. Vous avez des exemples de données. Structure de la table tournoi. La table tournoi contient des informations sur les tournois internationaux de tennis simple. Le champ code est la clé primaire. Ce champ contient un entier unique pour chaque tournoi. Les champs nom TR et catégorie contiennent le nom et la catégorie de chaque tournoi. Le champ pays contient le pays dans lequel se déroule chaque tournoi. Et vous avez des exemples de données. Structure de la table gagnée. La table gagnée contient des informations sur le joueur et les tournois gagnés par chaque joueur. Les champs IDJR et code TR sont deux clés étrangères qui font respectivement référence aux clés primaires ID et code, c'est-à-dire ce sont des clés étrangères. Le champ année contient l'année de chaque tournoi. Chaque tournoi est organisé une seule fois chaque année. Le champ prime contient le montant reçu par le joueur gagnant de chaque tournoi et il est exprimé en millions de dollars. La prime d'un tournoi peut changer au cours des années. Et là également, vous avez des exemples de données. Question 1. On demande de rédiger une requête SQL qui supprime dans la table tournoi tous les tournois des deux catégories WTA Mandatory et WTA premier 5. On supprime des données, c'est la requête delete. Sa syntaxe, donc partie base de données et langage SQL. Question 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est la requête delete. Delete from, on écrit la table, c'est la table tournoi. Where, catégorie, peut soit utiliser égal avec les connecteurs logiques OR, soit utiliser l'opérateur in, opérateur logique également, et citer toutes les catégories. Voilà. On va le faire de cette manière. In et on cite les deux catégories citées dans l'énoncé. Voilà pour cette requête. Question 2. Rédiger une requête SQL qui permet d'obtenir les différentes catégories des tournois triés dans l'ordre alphabétique. Donc les catégories des tournois, c'est dans la table tournoi, c'est cette colonne-là. Donc on va utiliser la table tournoi. Donc question 2. On va écrire select catégorie from tournoi. Puisqu'on a demandé de trier les catégories par ordre alphabétique, donc on va écrire underline catégorie. Ascendant, c'est la valeur par défaut. L'ordre alphabétique, c'est l'ordre ascendant. Soit vous écrivez ASC, soit vous n'écrivez rien, ce sera la valeur par défaut. Pour les questions suivantes, ce sont les mêmes questions de la partie MP. Questions 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Question 2. Rédiger en algèbre relationnelle cette fois une requête qui permet d'obtenir les pays qui organisent des tournois dans les deux catégories Masters 1000 et ATP 500. La clé d'une bonne enquête, c'est tout d'abord d'extraire les tables qu'on va utiliser dans la requête et par la suite extraire les colonnes qui seront utilisées.
Ici, on demande une requête qui permet d'obtenir les pays. Et la colonne pays, il existe dans la table tournoi. C'est cette colonne. Cherche les pays qui organisent des tournois dans les deux catégories. Donc, on a besoin de la colonne catégorie. Et catégorie existe également dans la table tournoi. Donc, on va utiliser uniquement la table tournoi. Ce qu'on a donné ici, Masters 1000 et ATP 500 sont des valeurs. Les valeurs de la colonne catégorie. C'est-à-dire qu'on va filtrer les lignes de la table tournoi. Chaque fois qu'on va trouver un pays, par exemple ici Qatar, qui organise des tournois de type ATP 500, Pays-Bas par exemple ici. Il faut chercher est-ce que le même pays organise des tournois de Masters 1000. Donc il faut chercher dans les données, dans les lignes ultérieures. Si on trouve ce pays, on va l'inclure dans le résultat de la requête. Il veut dire donc, ce qui signifie qu'une seule, la même ligne ne peut pas avoir la valeur ATP 500 dans la catégorie et Masters 1000 en même temps. Ça veut dire qu'il faut prendre les lignes qui contiennent des pays qui organisent le tournoi ATP 500, ce qui va donner, voilà, ça va donner ça. Donc on fait une sélection sur la table tournoi en gardant uniquement les lignes pour lesquelles il y a ATP 500 dans le tournoi. Ajouter une cote ici. Ensuite, faire de même pour les tournois, les pays et les tournois. Bien sûr, il faut faire une projection sur pays, parce qu'on a demandé d'extraire uniquement la colonne pays. Et par la suite, on va faire de même pour la table tournoi pour la catégorie Masters 1000. On aura dans cette projection les pays qui organisent des tournois de catégorie ATP 500. Et dans ce cas, les pays qui organisent des tournois de Masters 1000. Une fois on a les deux, il suffit de faire l'intersection des deux résultats pour avoir les pays qui organisent des tournois dans les deux catégories. Voilà pour cette question. Question 3. On demande d'écrire la requête de la question précédente en langage SQL. Donc on va traduire à la lettre cette requête. Donc on va faire, premièrement, on a une projection sur la colonne pays, donc select pays. La requête s'appuie sur la table tournoi, on va écrire from tournoi, where catégorie égale ATP 500. La deuxième projection, il se traduit de la même manière, select pays from, toujours la table tournoi, where catégorie égale Masters 1000. Et puis on va faire l'intersection entre les deux. Avec SQL, l'intersection se fait grâce à la clause intersect. C'est cette question. Voilà. Question 5. On demande de rédiger une requête SQL qui permet d'obtenir les codes des tournois, la plus grande prime, la plus petite prime et la moyenne des primes de chaque tournoi. Et soulignez bien cette phrase. Trier dans l'ordre décroissant de la moyenne des primes. Donc on va utiliser le code de tournoi et la colonne prime. Revenons en table. Donc la prime existe dans la table gagne et le code de tournoi existe dans la table gagne également. Donc on va utiliser uniquement la table gagne pour cette question. Question 5.
On va écrire Alex. Ils ont demandé le code TR, la plus grande prime, donc max de prime, la plus petite min de prime, la moyenne min de prime, en VG de prime. On va lui donner un alliance as n. On dit à partir de la table gagne. On a demandé la valeur max et la valeur min et la moyenne par tournoi, donc on va utiliser la clause global par tournoi, par code de tournoi, underline, puisqu'on a demandé de trier les résultats dans l'ordre décroissant de la moyenne des primes. Underline n, ordre décroissant dans l'ESC. Voilà pour cette question. Question 6. On demande de rédiger une requête SQL qui permet d'obtenir les noms et les genres des joueurs. Donc c'est la table joueur. Le compte des tournois gagnés par chaque joueur. C'est la table gagne. Et la somme totale des primes reçues par chaque joueur. C'est toujours la table gagne. La somme totale des primes reçues par chaque joueur doit être supérieure à 75 millions de dollars. Question 6. Ce qu'on a demandé, c'est de sélectionner le nom et le genre. C'est la table joueur, première table, nom JR et genre. À partir de la table joueur, on a demandé également le compte des tournois gagnés par chaque joueur et la somme totale des primes reçues par chaque joueur. Donc, ce sera count étoile, la somme prime. On a dit qu'on va utiliser les tables joueur gagne. Donc, automatiquement une condition de jointure. Il faut chercher un lien entre les deux tables. Je trouve que IDJR et ID dans la table joueur et IDJR dans la table gagne et représentent la même information. Donc, ID égale à IDJR. On va grouper, puisqu'on a demandé pour chaque joueur, on va grouper par identifiant de joueurs, ID ou bien IDJR, puisqu'ils sont égaux. Ah oui. On va prendre uniquement les joueurs qui ont un total de primes supérieur à 75. As P, par exemple, pour éviter de la réécrire et de la recalculer à chaque fois. Win P supérieur à 75. Ne rien oublier. Donc rédiger, on a extrait le nom, le genre, le compte des tournois gagnés, la somme totale des primes reçues par chaque joueur. Par chaque joueur, c'est la ligne qui nous dit qu'il faut faire un groupe by par chaque joueur dans la question 6. De chaque tournoi pour la question 5 sont des mots-clés qu'il faut souligner à chaque fois qu'on va demander une requête. La somme totale des primes reçues par chaque joueur doit être supérieure à 75 millions de dollars. Donc c'est bien ça. Voilà pour cette question. Question 7.
Les tournois de la catégorie Grand Chelem sont 4. Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon, US Open. Rédiger une requête SQL qui permet d'obtenir les années, les noms, les genres et les nationalités des joueurs qui ont gagné les 4 tournois du Grand Chelem la même année, triés dans l'ordre décroissant des années. Donc on va obtenir les années et les noms. Les noms et les genres et les nationalités, c'est la table joueur. Les années, c'est la table gagne. Voilà. Et la catégorie Grand Chelem, c'est à la table tournante. Donc on va utiliser les 3 tables. C'est la clé de la réussite d'une bonne réponse en SQL. C'est d'identifier tout d'abord les tables que vous allez utiliser. Question 7. Select. Parce qu'ils ont demandé l'année, non-joueur, le genre et la nationalité. On a dit qu'on va utiliser les 3 tables, donc from joueur, égale, et tournoi. On aura besoin de 2 conditions de jointure. Where ID égale ID joueur, and code égale code tournoi, code tournoi, code TR sans E. De temps à autre, il faut revenir au tableau et vérifier les noms des colonnes. And catégorie égale grand Chelem. Attention à la casse pour les chaînes de caractères, pour l'écrire telle qu'elle est. Ensuite, il faut faire un groupement. Cette fois, on va grouper par. Donc, on va créer des groupes par joueur. Et pour chaque joueur, on va créer des sous-groupes par année. On va supprimer les groupes. Donc, c'est l'objectif de Harvey, c'est de filtrer les groupes pour lesquels le nombre de lignes en calculant le code n'est pas égal à 4. Et on va trier par année ordre décroissant. Rappel si l'ordre demandé c'est par ordre alphabétique ou bien ordre ascendant, par l'appel d'écrire ASC. C'est la valeur par défaut. Partie 2. Calcul numérique. Recherche des zéros d'une fonction. Méthode de Brent. Dans cette partie, on suppose que les modules NumPy et matplotlib.pyplot sont importés avec ces 2 lignes. Bien sûr, ces 2 lignes ne doivent pas être incluses dans vos réponses. Mais les instructions qu'on va utiliser vont se baser sur cette méthode d'importation. Donc, calculer les zéros d'une fonction réelle f, c'est-à-dire les racines de l'équation f de x égale à 0, est un problème que l'on rencontre très souvent en calcul scientifique. En général, cette tâche ne peut être effectuée en un nombre fini d'opérations. Par exemple, il n'existait pas de formule explicite donnant les racines d'un polynôme quelconque de très grand degré. La situation est bien sûr encore plus complexe quand f n'est pas un polynôme. Pour résoudre ce problème, on utilise donc des méthodes itératives ou récursives. Partant d'une ou plusieurs valeurs initiales, on construit une suite de valeurs xn qui convergent vers un zéro de la fonction considère. Un problème simple et concret qui donne lieu à une équation non linéaire est celui de l'équation d'état d'un gaz. Voulant déterminer le volume V occupé par un gaz dont la température est T et dont la pression est petit p. L'équation d'état d'ion P, V et T est donnée par la formule suivante. Avec A et B sont 2 coefficients qui dépendent du gaz considéré. N est le nombre de molécules contenues dans le volume V. P est la pression, T est la température et K est la constante Boltzmann. Nous devons donc résoudre une équation non linéaire dont la solution est V. Pour cela, on doit calculer les zéros de la fonction g définie par cette formule. On suppose que les valeurs des paramètres sont les suivantes. Pour le dioxyde de carbone CO2, définir la fonction g de V.
G, c'est une fonction numérique. Il peut être défini de cette manière. Return P plus A fois N au carré sur V au carré. P plus A fois N à la puissance 2 sur V à la puissance 2 multiplié par V moins N fois B moins K fois T. Bien sûr, pour des raisons de test, on va initialiser, pour notre cas, bien sûr, qu'on a dit, on va importer les deux modules, juste pour les tests, mais on ne va pas les inclure dans les réponses. Import NP, import matplotlib.preprocess.pt. On va définir les valeurs des constantes en égal, on va les copier, égal à 0,4, P c'est 42,7 fois 10 à la puissance moins 6. C'est B. N c'est 10 à la puissance 3. T c'est 300. P c'est 3,5 fois 10 à la puissance 7. Et K c'est 1,38 fois 10 à la puissance 23. Voilà. Notre fonction, c'est celle-là. Voilà. Question 2. On demande d'écrire le programme Python qui permet de tracer la représentation graphique ci-dessous. La fonction G, le nombre de points générés dans la courbe est 500. Pour tracer la courbe de la fonction, il faut identifier l'intervalle dans lequel on a tracé donc 0,03 jusqu'à 0,06. Question 2. On va, avec la fonction linspace de NumPy, dans l'intervalle 0,03 jusqu'à 0,06, on va générer le nombre de points demandés, c'est-à-dire 500. Ensuite, on va, avec la fonction G, calculer l'image de chaque point de X. Ensuite, c'est tout dans cette courbe, on va ajouter la grille et on va tracer avec la méthode plot y en fonction de x et afficher le graphique. Voilà. Voilà. Ça, c'est la courbe de la fonction. C'est bien la même courbe obtenue avec l'exemple. À partir de cette représentation graphique, on voit bien que la fonction g admet un 0 dans l'intervalle 0,04, 0,045.
0,04, 0,045. Ça, c'est le 0 de la fonction, donc c'est bien dans l'intervalle 0,04, 0,045. D'accord. La méthode de la dichotomie ou de la bisection est un algorithme de recherche d'un zéro d'une fonction. Cette méthode consiste à répéter de partager un intervalle en deux parties et sélectionner le sous-intervalle dans lequel existe le zéro de la fonction, grâce à la méthode au théorème des valeurs intermédiaires. La méthode de la séquente est un algorithme de recherche d'un zéro d'une fonction. Cette méthode est basée sur la relation de récurrence suivante. Étant donné deux ORL différents A et B, qui représentent deux approximations initiales du zéro d'une fonction f, on obtient la prochaine approximation d à l'aide de la formule suivante. D égale à b moins f de b fois b moins a sur f de b moins f de a. La méthode d'interpolation quadratique inverse, ça c'est un autre algorithme qui fait une autre approximation. Ce qui nous intéresse, c'est la méthode de Brent. C'est un algorithme de recherche d'un zéro d'une fonction dû à Theodonius Decker et Richard Brent. Cette méthode combine les trois méthodes précédentes. À chaque itération, il décide laquelle de ces trois méthodes est susceptible d'approcher au mieux le zéro de la fonction et effectue une itération en utilisant cette méthode. L'idée principale est d'utiliser la méthode de la séquente ou d'interpolation quadratique inverse parce qu'ils convergent vite et de revenir à la méthode de dichotomie si besoin est. Cela donne une méthode robuste et rapide, très peu populaire et très appréciée. Par là, on précise l'algorithme de Brent. On va pas le lire, on va le traduire quand on va le demander. Voilà. Écrire la fonction valeur de f de x, y, z qui reçoit en paramètre une fonction f et trois réels x, y, z tels que f de x, f de y, f de z sont différents. La fonction retourne la valeur de l'expression suivante. X fois f de y fois f de z sur f de x moins f de y fois f de x moins f de z. Question 2. Définir notre fonction. On va directement envoyer x fois f de x fois f de y fois f de z divisé par de y f de x fois f de y fois f de y moins f de x moins f de z. Voilà. Question 4. On demande d'écrire la fonction Brent, racine de f a b epsilon, qui reçoit en paramètre une fonction continue f ayant un 0 dans l'intervalle AB, et tel que f de a et f de b ont des signes opposés, et un réel epsilon qui représente la précision choisie. En utilisant la méthode de Brent, la fonction retourne la valeur du 0 de la fonction f. Donc on va revenir à donc la fonction s'appelle Brent racine de f a b et s a b epsilon. On va revenir à l'algorithme. On va le traduire tel qu'elle est, tout simplement. Donc on va définir notre fonction Brent racine de f a b epsilon. Premièrement, k égale à vrai, donc k égale à true. C reçoit A, donc c'est égal à A. Tant que ouais, f de b est différent de 0 et la valeur absolue de b moins a est supérieure à
à epsilon, supérieur à la précision. Tant que la largeur de l'intervalle de recherche est supérieure à epsilon, si la valeur absolue de f de A est inférieure à la valeur absolue de f de B, dans ce cas, échanger A et B. A virgule B égale B virgule A. Ainsi, donc on va revenir un pas en arrière dans la notation. Si f de A et f de B et f de C sont différents, alors T reçoit la valeur de la formule de l'interpolation quadratique inverse appliquée pour A, B et C. Donc si f de A est différent f de B, f de B f de A est différent de f de C, and f de B est différent de f de C. Les trois valeurs sont différentes. T égale la valeur de la formule de l'interpolation quadratique inverse appliquée pour A, B et C. Je veux dire qu'on va D égale la valeur de f A, B, C plus, sinon, T égale, donc D reçoit la valeur de la formule de la séquence appliquée pour A et B. Ça veut dire que D est égal, voilà, B moins f de B, fois B moins A, divisé par f de B moins f de A. Voilà, on va continuer l'algorithme. Si D n'est pas compris entre 3 fois A plus B sur 4 et B, où K est vrai et D moins A moins B en valeur absolue supérieure égale à B moins C sur 2, où K est faux et D moins B supérieur ou égal à C moins P sur 2. Donc D prend la valeur du milieu de A et B. Et K est vrai. Sinon, K est faux. Donc si D if not, on va mettre ça dans une seule condition. Donc on va utiliser la notation Python. If D n'est pas compris entre 3 fois A sur B, première valeur, 3 fois A plus B sur 4, et B. Or, K est vrai, K, and K égale true ou bien K, and ABS de T moins B supérieur ou égal à ABS de B moins C sur 2. Or,
K est faux. Donc K égale false ou bien not K. Ça revient au même. And valeur absolue de D moins B supérieure. Pour gagner du temps, on va copier ça, tout simplement, on va changer les variables. And la valeur absolue de D moins B supérieure ou égale à la valeur absolue de C moins P sur 2. Dans ce cas, D est la valeur du milieu de A et B. Donc D est égal à A plus B sur 2. Et K égale 0. Sinon, K égale false. Ainsi, donc, P reçoit C, C reçoit B. Si f de A et f de D sont de même signe, donc if f de A f de D, c'est inférieur ou égal à 0, inférieur strictement à 0, sont de même signe, sont de même signe, donc supérieur ou égal au supérieur strictement à 0. Soit les deux sont positifs, soit les deux sont négatifs, donc ça donne toujours un signe positif. Dans ce cas, A reçoit D. Sinon, B reçoit D. Ainsi, on sort de la boucle. On renvoie la valeur de B. Voilà, en grosso modo, la traduction de cet algorithme. Ça donne, voilà, ça donne ça. C'est bien ça. Voilà pour cette question. La dernière question de cette partie, écrire un programme Python qui permet d'afficher la valeur du 0 de la fonction g. Voir figure 1, en utilisant la méthode de Brent, sachant que la valeur de la précision choisie est 10 à la puissance moins 12. C'est l'utilisation directe de la fonction Brent racine. On va faire un print directement, donc question 5, c'est ça? Question 5 ou 6? 5. C'était la question 4. Question 5. Print la fonction Brent racine. G, c'est déjà défini dans les questions précédentes. On a dit que le 0, c'est entre 0,04, valeur de A, et 0,045, valeur de B. Et ils nous ont demandé d'utiliser la précision 10 à la puissance moins 12. Ça doit donner une valeur entre 0,04 et 0,045. Alors, c'est 0,0427. 0,0427. 0,0427, on peut, dans le programme, essayer de l'afficher en ajoutant 0,0427. Y c'est 0, puisqu'il appartient à l'axe des abscisses. On va l'afficher en rouge. Ici, on va la marquer avec un point ou un rond. Alors, on va exécuter. Voilà. Vous voyez très bien que cette valeur appartient exactement à l'axe des ordonnées. C'est le 0 de la fonction, ou bien
c'est le 0 de la fonction à 10 à la puissance moins 12 près. Voilà pour cette partie. Problème 3. Donc, partie 3, problème qui traite la notion de traitement d'image, traitement des images numériques. Une image numérique désigne dans le sens le plus général toute image qui a été acquise, traitée et sauvegardée sous une forme codée et représentable par des nombres, des valeurs numériques. Par traitement d'image, on désigne l'ensemble des opérations informatiques et mathématiques sur des images numériques qui transforment une image en une autre image. Une image numérique au niveau de grille est représentée par une matrice à 2 dimensions. Chaque élément de la matrice est appelé pixel. C'est le plus petit point de l'image. Chaque pixel contient un nombre entier compris entre 0 et 255. Le nombre 0 correspond à la couleur noire, le nombre 255 correspond au blanc, et entre les deux nombres, il y a des niveaux qu'on appelle des niveaux de grille. C'est pour ça qu'on parle d'image au niveau de grille. Ainsi, l'image est codée sur 256 niveaux de grille. Vous avez un exemple d'image et un exemple de sa représentation. C'est une image de 500 lignes, 690 colonnes. Question 1. Quel est le nombre minimum de bits nécessaire pour coder en binaire un nombre entier sans signe, c'est-à-dire un entier naturel, compris entre 0 et 255? Le nombre minimum de bits. Donc, ce qu'on va dire, partie 3, traitement d'image, question 1. Pour répondre à cette question, on va devoir se rappeler de la règle qui dit que avec 2 à la puissance avec n bits, on peut représenter les entiers naturels de l'intervalle 0, 2 à la puissance n de tout moins 1. Donc, ça veut dire que n est le premier entier naturel vérifiant 2 à la puissance n de tout moins 1 supérieur ou égal à, on va l'écrire comme ça, supérieur ou égal à 255, puisqu'on cherche à représenter les entiers de l'intervalle 0, 255. Donc, ça veut dire que 2 à la puissance n supérieur ou égal à 256. Sachant que 256, c'est 2 à la puissance 8. Ce qui veut dire que n est exactement égal à 8. Une autre réponse que peut attribuer à cette question, c'est de convertir 255 en binaire et voir combien de bits ça va donner. Donc 255 en binaire, c'est 8 bits remplis de 1. Ça veut dire que le nombre minimum de bits qu'il faut utiliser, c'est 8 bits. 8 bits, 8 0 pour représenter la valeur 0, 8 1 pour représenter la valeur 255, et entre les deux, on va utiliser également 8 bits. Voilà. Question 2. Bien, question 1, ça c'est la question 1A. Question 1B. Déduire en kilo-octets la taille mémoire nécessaire pour stocker l'image de la figure 1. On a dit dans l'énoncé que l'image de la figure 1, cette image, est représentée par une matrice de 500 lignes et 690 colonnes. Or, dans la matrice, chaque élément est un entier entre 0 et 255. D'après la question 1, chaque élément est codé sur 8 bits, c'est-à-dire un octet. Ce qui veut dire, on va dire que l'image contient des pixels dont les valeurs sont entre 0
est de 255, c'est-à-dire que chaque pixel est codé sur 8 bits, c'est-à-dire un octet. Dans la matrice, on a 500 fois 690, c'est-à-dire 345 000 pixels, c'est-à-dire 345 000 octets. C'est très bien que 1 kilo-octet, on le note comme ça, kilo-octet, on peut l'écrire carrément en toutes lettres, est égal à 1024 octets. Si vous prenez 1000 également, c'est également correct. Donc, la taille en kilo-octets de l'image, la figure 1 est 345 000 divisé par 1000 ou bien 1024, les deux sont valables. On peut accepter cette approximation. Ça donne à peu près 337 kilo-octets. Voilà pour cette question. Représentation d'une matrice. Pour représenter une matrice de n lignes et p colonnes, on utilise une liste contenant n listes de toutes de même longueur p. Par exemple, la matrice de l'image de la figure 1 est représentée par la matrice M composée de 510 de taille 690 chacune. C'est cette matrice. Si vous maîtrisez la notion de matrice avec des listes en Python, on ne devrait pas trouver des problèmes dans cette partie. Donc M de ij est la valeur du pixel MIJ qui se trouve à la ième ligne jième colonne dans l'image. M de I est la liste qui représente la ligne d'indice I dans l'image. Inverse d'une image. Pour inverser les niveaux de gris d'une image, on remplace la valeur de chaque pixel MIJ par la valeur de la différence 255 moins MIJ. Ainsi, les régions sombres deviennent claires, le noir devient blanc et vice-versa. Vous avez un exemple. Écrire la fonction question 2. Écrire la fonction inverse de M qui reçoit en paramètre une matrice M qui représente une image en niveau de gris. La fonction inverse les niveaux de gris de l'image M. La fonction, soulignez bien ça, inverse les niveaux de gris. Ça veut dire qu'il ne renvoie rien, il ne retourne rien, il ne modifie pas, il modifie la liste M sans rien retourner. Ça, c'est très important dans les concours. Il faut bien faire attention à ce type de remarque. Donc, la fonction inverse de M, à peu près toutes les prochaines questions vont commencer de la même manière. On va calculer la taille de l'image, c'est-à-dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Le nombre de lignes n, c'est le nombre de sous-listes qui existent en M. Le nombre de colonnes, c'est la taille d'une des sous-listes. Ils ont la même taille. Par exemple, on va prendre M de 0, c'est-à-dire la première ligne de la matrice. Le nombre d'éléments de la première ligne, c'est le nombre de colonnes. Ensuite, le traitement d'une image, il se fait en utilisant deux boucles. On va boucler sur les lignes et pour chaque ligne, on va boucler sur ces colonnes. Pour inverser une image, on prend l'élément M de ij et on le remplace par 255 moins M de ij. C'est tout le travail de cette fonction. Voilà. Question 3. On parle de la luminosité d'une image. Pour augmenter ou diminuer la luminosité d'une image, il suffit d'augmenter ou diminuer la valeur de tous les pixels de l'image. En ajoutant un nombre entier V positif ou négatif à chaque pixel, il faut faire attention que les valeurs restent bien dans l'intervalle 0,255. S'il dépasse 255, on va plafonner les valeurs à 255. Sinon, si ça descend ça devient négatif, on le rend à 0. Écrire la fonction luminosité de MV qui reçoit en paramètre une matrice M qui représente une image au niveau de gris. Un entier V positif ou négatif, la fonction ajoute le nombre V à chaque pixel de l'image. Vous avez un exemple. En ajoutant la valeur 70, l'image devient avec plus de lumière. On ne va pas dire plus clair. Donc, question luminosité de MV.
On a dit qu'on va boucler, qu'on va faire le même travail à peu près pour la plupart des fonctions de cette partie. On calcule le nombre de lignes, le nombre de colonnes. On boucle sur le nombre de lignes et pour chaque ligne, on boucle sur le nombre de colonnes. On va ajouter V à la valeur M de IJ. Si on trouve que M de IJ est supérieur à 255, dans ce cas, M de IJ est égal à 255. Sinon, si M de IJ est inférieur strictement à 0, M de IJ devient égal à 0. Sinon, on va garder MIJ avec sa valeur. Là également, vous devez le remarquer dans la question, la fonction ajoute le nombre V à chaque pixel de l'image. C'est-à-dire, on n'a pas mentionné que la fonction doit retourner une valeur. C'est-à-dire là également, la matrice M qui représente l'image doit être modifiée sans rien retourner. Voilà. Quatrième partie, le seuillage. Le seuillage est un traitement qui permet de sélectionner les informations significatives dans une image en niveau de gris. Ce traitement nécessite le réglage d'un seuil S. Si la valeur d'un pixel MIJ est inférieure au seuil S, alors la valeur de ce pixel est remplacée par 0, c'est-à-dire le noir. Sinon, la valeur de ce pixel est remplacée par 255, c'est-à-dire le blanc. En d'autres termes, on obtient une image en noir et blanc. Vous avez un exemple. Question 4a. Écrire la fonction moyenne de M qui reçoit une matrice M qui représente une image au niveau de gris. La fonction retourne la valeur de la moyenne des valeurs des pixels de M, la somme des valeurs de tous les pixels dans l'image divisé par le compte des pixels dans l'image. Question 4. On va définir notre fonction moyenne. On va calculer, on l'a dit, on va calculer le nombre de lignes et le nombre de colonnes. On peut même calculer la taille, c'est n fois p. Sinon, on n'a pas besoin. On va calculer une moyenne, c'est-à-dire la somme de tous les éléments divisé par la taille t. C'est une somme en fin de compte. S égale 0, comme ce qu'on a déjà fait à plusieurs reprises. À chaque fois qu'on va calculer la somme de plusieurs éléments à travers une boucle, commencez par initialiser une variable à 0, et à chaque fois que vous prenez une valeur, vous lui ajoutez l'élément que vous allez sommer. Ici, c'est M de IJ. Une fois qu'on a sommé toutes les valeurs de la matrice, c'est-à-dire qu'on a traité la dernière ligne, la dernière colonne de la dernière ligne, on va sortir. Cette fois, vous devez le remarquer également. On a dit clairement que la fonction retourne la valeur de la moyenne. Généralement, dans les questions, essayez de trouver ce mot-clé. C'est parmi les mots-clés qui vous dit que vous allez utiliser l'instruction return ou non. Retourne ou bien renvoi. S'il n'est pas mentionné, référez-vous à l'exemple. La fonction moyenne retourne la valeur de 125,69, etc. Sinon, comme ce qu'on a fait pour les autres fonctions. Donc, on va retourner S divisé par T. Ça, c'est la question 4A. 4B. Écrire la fonction seuillage de M qui reçoit en paramètre une matrice M qui représente une image au niveau de gris. Dans l'image M, la fonction effectue le traitement du seuillage en utilisant pour seuil la moyenne de M. Elle effectue le traitement du seuillage, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire, la fonction ne renvoie rien. Donc, F, seuillage de M. On va faire le seuillage à partir de la moyenne, donc on va calculer la moyenne, c'est la moyenne de M. On va calculer la taille de la matrice, c'est-à-dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et on va boucler voilà, sur les lignes et sur les colonnes. Si M de IJ est inférieur
à M de IJ égale 0, sinon M de IJ égale 255. Donc, comme ça, tous les pixels deviendront soit des pixels noirs, soit des pixels de couleur blanche. On ne va rien renvoyer. C'est le travail de cette fonction. Histogramme d'une image. L'histogramme représente la distribution des intensités de l'image. C'est un outil fondamental du traitement d'image avec de très nombreuses applications. Les histogrammes sont aussi très utilisés en photographie et pour la retouche d'image. Dans une image en niveau de gris, les valeurs des pixels sont comprises entre 0 et 255, on vient de le dire. L'histogramme de cette image associe à chaque niveau de gris K le nombre de pixels ayant la même valeur K. Question 5a. On demande d'écrire la fonction occurrence de M qui reçoit en paramètre une matrice M qui représente une image au niveau du gris. La fonction retourne une liste C de taille 256. Pour chaque niveau de gris K, l'élément C de K contient le compte des pixels de l'image M ayant la même valeur K. Question 5a. C'est occurrence de M. On va créer une matrice, une liste C, un compteur tout simplement. Le problème, c'est qu'on a besoin de 256 compteurs. C'est pour ça qu'on va dupliquer une liste contenant la valeur de 0 256 fois. Bah, si on duplique une liste C 256 fois, on aura une liste du genre 0, 0, 0, jusqu'au 0 numéro 256. Or, les indices d'une liste commencent par 0 et se terminent par le nombre d'éléments moins 1, puisque le nombre d'éléments de C est 256, ça veut dire que les indices de la liste C commencent par 0 et se terminent par 255. Ce sont les mêmes valeurs des couleurs de l'image. Chaque pixel peut avoir une valeur comprise appartenant à cet intervalle. Donc on va exploiter ça. Donc on va calculer la taille de la matrice et boucler sur tous les pixels de la matrice. Au lieu de faire des tests, si M de IJ est égal à 1, il faut incrémenter le premier compteur, c'est-à-dire C de 0. C de 1. Si M de IJ est égal à 0, c'est-à-dire couleur noire, il faut incrémenter le premier compteur. Si M de IJ est égal à 1, il faut incrémenter le deuxième, ainsi de suite. Ben, on va le faire directement en exploitant la remarque qu'on a dit. C'est-à-dire que C de M de IJ plus égale 1. On sort des deux boucles et on renvoie cette liste C. Voilà. Question 5b, on demande de déterminer la complexité de la fonction qu'on vient d'écrire en justifiant notre réponse. Ce qu'on va faire, on va l'écrire juste là. Voilà. Question 5b. On va dire que la complexité de la fonction occurrence est celle des deux boucles imbriquées dans lesquelles on répète n fois p fois c de j plus égale 1, c'est-à-dire des instructions élémentaires. Des instructions élémentaires, si on veut plus de détails, des instructions élémentaires qui ne modifient pas les compteurs IJ. Donc, cette fonction a une complexité grand O de n fois p. En d'autres termes, c'est une complexité, c'est ce qu'on appelle une complexité quadratique. Voilà pour cette question. Question 5c. Ici, la fonction histogramme de C qui reçoit en paramètre la liste C des occurrences d'une image au niveau de gris. La fonction retourne une liste H de tuples, une liste de tuples qui représente l'histogramme de l'image M. Chaque tuple de H est composé de deux éléments. Le premier élément est la valeur d'un niveau de gris K qui existe dans l'image. Il faut bien souligner ça. C'est-à-dire que si C de K est égal à 0, on ne va pas inclure
ce pixel, cette couleur. Le second élément est le compte des pixels de M ayant la même valeur K. Donc, question 5C. Histogramme de C. Il renvoie une liste, L égale liste vide, for I in range de C. Si C de I est différent de 0, L.append. On va ajouter un tuple à la liste L. Un tuple composé de I, la couleur, le niveau de gris, et C de I, le nombre d'occurrences de I dans l'image de départ. On renvoie cette liste L. On va appeler H, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser L ou H, ça revient au même. C'est une variable temporaire qui n'existe qu'à l'intérieur de la fonction. Voilà pour la question 5. Question 6. Les histogrammes normalisés. Les histogrammes sont en général normalisés. On divise l'occurrence de chaque niveau de grille par le nombre total de pixels de l'image. Les valeurs obtenues varient alors entre 0 et 1 et peuvent être interprétées comme des probabilités d'occurrence de chaque niveau de grille dans l'image. Écrire la fonction normale de H, qui reçoit en paramètre la liste H qui représente l'histogramme d'une image au niveau de grille, et la fonction autour de une liste P de tuples qui représente l'histogramme normalisé de l'image. Chaque tuple de P est composé de deux éléments. Le premier élément est la valeur d'un niveau de grille K dans l'image. Le second est l'occurrence de K divisé par le nombre total des pixels dans l'image. Et vous avez un exemple. Donc ce qu'on va faire, on va, question 6, normale de H. On va tout d'abord calculer le nombre total de pixels parce qu'on part de l'histogramme. On va calculer le nombre total de pixels dans l'image à partir de H, toujours S égale à 0. On va faire un parcours de H par valeur pour K in H, pour X in H. X de 0, c'est la couleur. X de 1, c'est le nombre de pixels ayant cette couleur. Donc, on va sommer les X de 1. S plus égale X de 1. Ça, c'est le nombre total de couleurs. Par la suite, on va créer une liste P. Ils ont appelé ça P. On va respecter les nominations données par l'énoncé. Pour chaque élément tuple de H, on va ajouter à P un tuple contenant X de 0, c'est-à-dire la couleur, et X de 1 divisé par le nombre total de pixels, c'est-à-dire S. Une fois on a fait ça pour tous les tuples, il suffit de renvoyer à la liste P. Voilà. Entropie d'une image, partie 7. Le nombre de bits réellement nécessaires pour coder une image varie d'une image à une autre, en fonction de leur contenu informationnel. Ce nombre dépend de l'entropie E, définie à partir de la distribution des niveaux de grille de l'image selon la formule suivante. E est égal à sigma de moins pk fois log 2 de pk. Pk entre 0 et 1. On suppose que la fonction prédéfinie log2 est importée. Vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. Cette grandeur représente le nombre moyen de bits par pixel nécessaire pour coder toute l'information présente dans l'image. Elle est utilisée dans les techniques de compression sans perte pour adapter le volume de données des images à leur contenu informationnel. Question 7. Écrire la fonction entropie de P qui reçoit en paramètre une liste P de tuples qui représente l'histogramme normalisé, c'est-à-dire la sortie de la fonction qu'on vient d'écrire, d'une image au niveau de grille. La fonction retourne la valeur de l'entropie de l'image. Donc on va l'écrire question 7. Question 7. Donc def entropie de P. Donc c'est une somme, donc S égale à 0.
pour chaque élément x de P, chaque tuple, Pk, c'est x de 1, c'est le deuxième élément de chaque tuple. Donc, ce qu'on va faire, c'est S plus égal, puisqu'on a dit qu'on va calculer une somme, sigma, de moins Pk, de moins x de 1, fois, on va l'écrire directement comme ça, log 2 de x de A. Une fois on a fait le calcul, on sort et on renvoie S. Ça, c'est l'entropie P de l'image. Ça, c'est la question 7. Dernière question, avant-dernière question, question 8. L'histogramme cumulé d'une image. À partir de l'histogramme normalisé, on définit l'histogramme cumulé. À chaque niveau de grille, là, on fait correspondre la somme partielle des probabilités d'occurrence du niveau de grille, I inférieur ou égal à K. Écrire la fonction cumul de P, qui correspond au paramètre une liste P de tuples, qui représente l'histogramme normalisé d'une image au niveau de grille. La fonction retourne un dictionnaire D, qui représente l'histogramme cumulé de l'image. Les clés du dictionnaire sont les niveaux de grille, c'est-à-dire les premiers éléments du tuple, et les valeurs du dictionnaire sont les sommes partielles des probabilités d'occurrence correspondantes à chaque niveau de grille. Ce sont des sommes cumulées. Donc on va dire question 8. Cumul de P. On va renvoyer un dictionnaire. Donc on crée un dictionnaire vide. C'est classique. Vous allez renvoyer une chaîne de caractères, créer une chaîne de caractères vide si vous allez bien sûr parcourir une collection par élément ou bien par indice. Donc ce qu'on va faire, on va faire une somme, comme ce qu'on fait classiquement, une somme classique, donc S égale à 0, for x in P, x plus égal, on va sommer x de 1, c'est le P de K, et D de x de 0, c'est le niveau de grille. Donc dans le dictionnaire, c'est la clé. Égale à, ça c'est S, c'est pas x. On ajoute x de 1 à S, et D de x de 0 reçoit cette valeur S. À chaque fois qu'on va ajouter une nouvelle valeur à l'ancienne valeur, on va avoir une nouvelle somme, un autre niveau de grille. On crée un couple x de 0 et cette somme. C'est la somme cumulée. On sort de la boucle, on renvoie ce dictionnaire D. C'est la question 8. Avec des tests, on doit obtenir la même chose. L'égalisation de l'histogramme. En traitement d'image, l'égalisation de l'histogramme est une méthode d'ajustement du contraste d'une image numérique en utilisant l'histogramme. L'égalisation de l'histogramme permet de mieux répartir les intensités sur l'ensemble de la plage des valeurs possibles, 0,255, en étalant l'histogramme. L'égalisation est intéressante pour les images dont la totalité ou seulement une partie est de faible contraste. L'ensemble des pixels sont d'intensité proche. La méthode d'égalisation de l'histogramme consiste à appliquer une transformation indépendamment sur chaque pixel de l'image. Cette transformation est constituée à partir de l'histogramme cumulé, c'est-à-dire la sortie de la fonction précédente. La valeur de chaque pixel MIJ est remplacée par le produit suivant, 255 fois sigma des probabilités. Et sigma des probabilités Q inférieur ou égal à K, c'est la valeur qu'on a calculée dans la question précédente. Donc, dernière question, écrire une fonction égalisation de M qui reçoit un paramètre une matrice M qui représente une image au niveau de grille. La fonction effectue, voilà, il ne renvoie rien, il effectue la transformation de l'égalisation de l'histogramme de la matrice M. Donc, pour pouvoir faire ça, on va utiliser plusieurs fonctions parmi les fonctions qu'on a écrites précédemment. Donc, égalisation de M, donc sans accent. Voilà. Pour pouvoir calculer, on a besoin du dictionnaire D. Et pour avoir le dictionnaire D, on a besoin de P. Et pour créer P, on a besoin de H. Et pour créer H, on a besoin de C. Et pour avoir C, on a besoin d'occurrence. Donc, on va dire, premièrement, on va calculer la taille de l'image. Voilà. Ensuite, dans C, on va créer les compteurs des occurrences.
Ensuite, à partir de C, on va créer H. C'est la fonction histogramme. Histogramme de C. À partir de H, on va créer, à partir de histogramme, on va avoir l'histogramme. À partir de ça, on va normal de H. Ensuite, donc D, c'est cumul de P. Bah, pour chaque ligne de l'image, pour chaque pixel, pour chaque colonne, on va faire M de IJ égale à la partie entière, ça doit être un entier, il faut faire attention, de 255 fois T de M de IJ. Donc on remplace, on prend là la couleur, on prend la valeur associée dans le dictionnaire D, on la multiplie par 255 et on prend sa partie entière. Voilà. C'est le travail de cette fonction. Cette fonction ne renvoie rien. C'est tout pour cette question et pour cette épreuve. Si vous avez des remarques, des propositions, des questions, n'hésitez pas à le faire en commentant cette vidéo. Merci.